Et bonjour, nous sommes le lundi 4 décembre, matin, il pleut, il y a du vent du sud, il fait froid, donc je me suis mis à l'abri. Et je vais profiter de cette journée pour vous faire un épisode pour parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, et c'est tout à fait normal parce qu'on est tous, ou une grosse partie, impactés. C'est de savoir, est-ce que le varroa devient résistant à l'amitraze? Je lance l'intro et on regarde ça ensemble. Comme c'est un sujet qui m'intéresse fortement, hein, comme beaucoup d'apiculteurs, j'en ai profité sur le salon du CIMAPI d'assister à la conférence par Veto Pharma qui parlait justement de ce grand sujet sur résistance à l'amitraze. Est-ce que c'est une idée reçue ou pas? Pour vous synthétiser un petit peu ce qui s'est dit dans cette conférence, c'est qu'aujourd'hui, Veto Pharma ne trouve pas une réelle résistance à l'amitraze par cet acarien qui est le varroa. Alors, ce que je veux dire, c'est que si le résultat n'est pas bon, c'est pas parce que le varroa est devenu résistant à l'amitraze, mais c'est d'un autre facteur. Alors là, je vous fais une synthèse très rapide là-dessus. C'est mieux développé, c'est mieux expliqué, mais en gros, il en ressort ça, c'est que si tous les protocoles sont respectés, on ne devrait pas avoir de soucis. Néanmoins, Veto Pharma reconnaît qu'aujourd'hui, si l'on ne traite qu'avec de l'amitraze, alors en l'occurrence Apivar pour Veto Pharma avec leur lanière, si on laisse ces lanières, Veto Pharma préconise encore 10 semaines. Mon GDSA est à 12, eux ils sont toujours à 10. Qui a raison? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas un scientifique. Il faut faire des études très poussées pour savoir qui des deux ont raison. De toute façon, moi, j'ai suivi mon GDSA, je suis à 12 semaines. Donc, pour revenir à ce que maintenant préconise Veto Pharma avec l'amitraze, c'est de ne pas faire un traitement annuel qu'avec ce produit. Parce que sinon, ça ne sera pas suffisant. On va être, entre guillemets, infesté de varroa et perdre nos ruches. Alors, attention, parce qu'il y a toujours des gens qui vont chercher la petite bête. Je ne dis pas que c'est sûr que si on met que les lanières, on va perdre notre ruche. Je ne suis pas en train de dire ça, parce que on peut voir sur des cartes de France que le varroa n'a pas le même comportement suivant les régions, suivant les années et suivant les ruchers. Donc tous les cas de figure peuvent exister. Cette analyse qui est faite par Veto Pharma de ne pas utiliser que l'amitraze, mais un autre produit avec une autre molécule, comment ça, on mixte deux molécules dans la même année, en gros, ça correspond à ce que moi je fais depuis déjà plusieurs années, c'est-à-dire que je traite avec, bien sûr, un traitement, on va dire, d'automne hivernal long, et je fais des traitements flash suivant le taux d'infestation que je peux voir dans mes ruchers avec une autre molécule. Alors, d'autres molécules, vous avez l'acide formique, l'acide oxalique, vous en avez d'autres. Après, vous prenez, comme tout le monde, la liste des produits que vous retrouvez sur Internet. Je vous mettrai le lien si vous voulez dans les commentaires. Je vous mettrai un lien de tous les produits où vous avez
l'AMM, autorisation de mise sur le marché, que vous pouvez utiliser pour traiter le varroa en traitement de fond ou en traitement, entre guillemets, flash. Donc dessus, vous avez le nom, vous avez si c'est des lanières, etc. Donc tout est bien expliqué. Quelqu'un qui est dans l'apiculture comprend comment il faut l'utiliser. Donc, il en ressort au final que si vous voulez avoir un traitement efficace, il vous faut mixer dans une année au moins 2 molécules et faire des traitements pratiquement réguliers. Quand vous avez un taux de varroa qui se développe fortement et qui devient dangereux pour la ou les colonies, de le traiter. Vous pouvez aussi lutter d'une autre façon, c'est la façon la plus naturelle possible, parce que vous n'allez pas rajouter des produits, vous allez mettre un cadre amal dans chaque ruche, et chaque fois que votre cadre amal est pondu et operculé, vous allez découper la partie où vous avez les mâles et la jeter à l'extérieur de votre ruche, la donner aux poules, vous en faites ce que vous voulez, parce que les varroas préfèrent aller dans les cellules de mâles parce que ils restent plus longtemps, les cellules restent plus longtemps fermées, donc ils ont plus le temps de se développer. Donc, en règle générale, dans chaque cellule, vous allez avoir entre 1 et 4 varroas. Donc, vous faites aussi un traitement de façon biomécanique. Alors ça, il faut le faire régulièrement, chaque fois que ça a été reconstruit, repondu, operculé, et hop, vous renouvelez votre opération. Et c'est une aide pour limiter le taux de varroa. Ce qui revient un petit peu au traitement, on va dire, flash, pour les appeler comme ça, les traitements flash, c'est pour limiter l'infestation du taux varroa. Alors, certains, comme d'hab, vont dire, ouais, mais le traitement à l'acide oxalique, flash ne traite pas à l'intérieur du couvain. Non, il faut du formique, d'acide formique. Mais si vous utilisez de l'acide oxalique, vous allez supprimer le varroa phorétique, une grosse partie du varroa phorétique. Bien sûr, quand d'autres abeilles vont naître, elles vont avoir du varroa et ça va revenir. Mais si vous le faites de façon suivie, vous allez maintenir un taux de varroa dans votre ruche avec une autre molécule et votre traitement hivernal devrait amener une colonie saine pour redémarrer l'année. Alors, l'acide formique, ça traite, comme je viens de vous le dire, aussi à l'intérieur du couvain. D'accord ? Vous pouvez aussi traiter avec du varomède en complément, ou utiliser que le varomède si vous voulez, et tous les autres produits que vous avez sur la liste des produits avec AMM. Alors, juste pour vous dire, ce qu'il faut retenir, c'est de bien augmenter le nombre de traitements. Vetopharma aussi insisté, mais ça j'avais fait des vidéos et j'avais eu un commentaire l'année dernière d'une apicultrice qui était un petit peu lunaire, donc j'ai arrêté de répondre parce que je ne suis pas là pour essayer de convaincre les gens, ce n'est pas le but de ma chaîne. Elle m'avait dit, mais de toute façon, nous les amateurs, on n'a pas le temps de faire des contrôles, on traite une fois et puis, entre guillemets, tout va bien comme ça. Ça ne sert à rien de savoir le taux d'infestation de varroa que j'ai parce que je vais traiter. J'avais dit qu'elle avait tort, j'avais expliqué, mais elle n'avait pas saisi mon explication, je m'étais mal exprimé. Et là, il a bien été dit clairement que pour lutter efficacement contre le varroa, il faut savoir d'où on vient. On ne peut pas être, entre guillemets, aller faire des traitements comme ça à l'aveugle. Il faut savoir quel taux vous avez pour essayer d'adapter votre traitement pour lutter. Si vous avez
un taux de varroa qui est énorme, vous n'allez pas lutter de la même façon que si vous êtes très bas. Si vous avez besoin d'aide parce que vous avez beaucoup de varroa, vous vous rapprochez de votre GDSA. Il est là pour ça, il y a des vétérinaires, ils sont là pour ça, ils sont là pour vous aider, ils vont vous amener une aide. Il vaut mieux demander une aide à un vétérinaire que quand je vois sur des forums, les gens qui posent la question et que tout le monde répond et écrit un petit peu n'importe quoi. Alors vous avez celui-là qui va écrire, qui va dire que lui, ça fait 50 ans qu'il est apiculteur et qu'il n'a jamais traité le varroa et que toutes ses ruches se portent très bien. Ça, c'est une foutaise. Hein. Ça, c'est même dangereux de l'écrire parce que vous mettez en péril des abeilles parce que certaines personnes vont aussi le faire. Donc, il faut faire quand même attention à ce que l'on écrit. Il faut être sûr, et de niveau scientifique, et pas être sûr par sa conviction personnelle. Moi, quand je vous dis qu'il vaut mieux traiter, qu'il faut traiter contre le varroa, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Quand je dis qu'il faut savoir ce qu'on a comme taux de varroa dans une ruche, pour avoir un traitement adapté, c'est une nécessité. Ce n'est pas moi qui me fait plaisir de vous dire qu'il faut contrôler. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. De même, il a été aussi dit que... alors, est-ce que c'est dû au changement climatique? Est-ce que c'est dû à autre chose? Moi, personnellement, je ne le sais pas. Et je ne pense pas que Vetopharma a fait des études assez poussées là-dessus pour être sûr de où ça vient. Mais on se rend compte que plus tard on fait le traitement, entre guillemets, d'automne, hein, celui-là qui est fait après la dernière mêlée, plus on le fait tard, plus on a de risques de perdre des colonies. Donc, en fait, il vous faut rapprocher vos traitements au moment où vous vous retirez vos dernières hausses. Alors, c'est sûr qu'il y a des cas particuliers. Il y en a qui vont avoir des mêlées très tardives. Il y en a qui récoltent le lierre. Hein. Donc, s'ils attendent après le lierre pour attaquer les traitements, ça fait quand même très tard. Hein. Donc, mais par contre, ils peuvent faire... parce qu'ils n'ont pas des hausses en permanence entre. Donc par contre, ils peuvent faire des traitements avec des produits, j'ai dit tout à l'heure, style Varromed, puisque vous avez à l'intérieur du Varromed, dans sa conception, et je pense que les produits qui vont vraiment lutter, on va dire que c'est l'acide oxalique et l'acide formique, donc vous allez pouvoir déjà réguler un taux de varroa en attendant de faire votre traitement plus tardif. D'accord? Donc, ne plus traiter comme on faisait, comme tout le monde a fait, on va dire à l'ancienne. Hein. Moi, je traite à telle date parce que c'est à cette date que c'est le meilleur. Non. Aujourd'hui, les températures évoluent, les mielés évoluent, on n'a plus les mêmes mielés. Tout le monde s'en est rendu compte qu'on n'a plus les mêmes mielés. Donc, bien sûr, les insectes, les abeilles, eh bien, elles changent leur façon de faire. Il y a aussi que plus ça va, plus on a des reines qui pondent et qu'on a beaucoup de couvains à l'intérieur de nos ruches. D'accord ? Aujourd'hui, c'est pas exceptionnel et ça devient, on va dire que ça devient pratiquement une norme que tout apiculteur veut, c'est d'avoir entre 8 et 10 cadres de couvains dans sa ruche. Pleine saison, 8-10 cadres de couvain, il faut que ça pulse, il faut qu'il y ait des abeilles, plus il y a d'abeilles, et c'est mathématique, normalement, plus vous aurez de butineuses, donc plus vous aurez de récoltes, si, bien sûr, il y a des réserves autour de votre rucher. Mais par contre, comme le varroa, c'est quelque chose d'exponentiel, qui est mécanique, plus vous avez d'abeilles de couvain, plus vous avez de varroa. Donc plus vos ruches sont fortes, plus elles risquent de dépérir par le varroa. Quand je dis dépérir, c'est à mourir par le varroa. D'ailleurs,
D'ailleurs, j'ai vu au CIMAPI un apiculteur, qui m'a acheté des rennes l'année dernière et qui m'a dit ouais, cet hiver, ouais, cette année, celle qui a donné le plus, c'est une de tes rennes, mais j'en ai qui sont mortes là, cet hiver. Elles étaient super fortes, mais elles sont mortes cet hiver. Ouais, ouais, ouais. J'ai écouté, j'ai juste écouté, oui. J'ai dit avec quoi tu as traité? Ah, mais cette année, j'ai traité avec Varomède. D'accord. Alors, Varomède peut bien traiter, mais ça reste quelque chose qu'il faut vraiment suivre de très près. C'est comme le lait sur le feu, hein. Donc, il faut faire vos passages régulièrement, regarder vos annettes au niveau Varomède. Et si vous faites un traitement lambda, on va dire classique, mais les plus grosses ruches vont mourir du varroa parce que le taux de varroa qui va mourir sera insuffisant en rapport de là où vous êtes parti. Ça veut dire que vous êtes parti de là, sur une ruche qui était très populeuse, une ruche qui était moins populeuse, vous partez de là en taux varroa, vous passez votre traitement, vous descendez d'un cran ici, vous vous retrouvez au même cran que l'autre où elle était au maxi, mais celle-ci, comme elle a été traitée aussi, hop, elle est descendue au seuil où tout va bien pour elle. Mais elle, par contre, elle ne pourra pas tenir l'hiver. Donc ça aussi, il faut en tenir compte, c'est que plus les ruches sont fortes, plus vous avez de varroa, c'est mathématique. D'accord? Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut en prendre note parce qu'on a de plus en plus de rennes qui pondent énormément. Donc voilà, en conclusion, pour ne pas rentrer et pour pas que ça dure 2 heures là-dessus, pour Veto Pharma, il n'y a pas une vraie accoutumance à l'amitrase. Quand je dis une vraie accoutumance, ça veut dire que si vous suivez les protocoles à la lettre, comme eux le donnent, c'est-à-dire 10 semaines, pas plus, etc., normalement, vous ne devez pas avoir de problème. Mais par contre, ils vous conseillent fortement de faire des traitements avec une autre molécule, parce qu'une molécule aujourd'hui ne suffit plus. Alors, quand eux vous disent ça, qu'une molécule ne suffit plus, ça veut dire que les autres sont aussi dans le même cas de figure, hein. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'amitrase, mais vous avez un autre produit qui a l'AMM, une autre molécule qui a l'AMM, hein, il vous faut aussi la mixer avec une molécule pour couper au cas où le varroa devienne résistant. C'est uniquement pour ça. S'il devient résistant à l'amitrase, que vous imitez dessus de l'acide formique ou ce que vous voulez d'une autre molécule, il ne peut pas être résistant à l'autre molécule. Donc vous allez en détruire fortement. Donc voilà, en gros, pour être très succinct, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce qui en ressort sur l'amitrase avec Veto Pharma. Dans la revue L'abeille, il y a aussi dedans un article qui concerne le varroa, hein, donc je vous le montre. Hein. Et là, le titre est un petit peu différent avec ce que Veto Pharma nous dit. Que sur le dernier congrès Apimondia au Chili, il y a l'Espagne, il y a la France, il y a les Américains, tout le monde a fait des études, ils les comparent pour voir un petit peu si effectivement le varroa devient résistant à l'amitrase. Alors là, dans la carte, on peut voir que là, par contre, il y a une partie qui s'appelle index de mortalité. Les points rouges, c'est les parties résistance forte. En jaune, c'est les parties de la résistance modérée. Et en vert, résistance faible. C'est-à-dire que eux, d'après leur étude, arrivent à démontrer qu'il y a une résistance forte à l'amitrase. Chose que Veto Pharma ne dit pas ou peut peut-être laisser sous-entendre, mais ne dit pas clairement. D'accord? Ce qui a été dit clairement, et je vous le redis, c'est de le mixer avec une autre molécule pour que ça devienne efficace.
Il est noté que quand la résistance devient, le varroa devient résistant à la mitraze, il faut changer rapidement de molécule, c'est-à-dire ne plus l'utiliser. Donc, l'article, il est dedans. Je vous laisse, pour ceux qui sont abonnés, de le lire, mais je pense que vous l'avez lu. Pour les autres, je pense qu'il est intéressant que vous achetez la revue et de le lire, hein, parce qu'il y a des choses qui sont importantes. Ça veut dire que quand on change de molécule, parce qu'on a une accoutumance du varroa à une molécule, il ne faut pas le faire qu'une année. Comme 99% des apiculteurs vont vous dire, avec une année, ça suffit. Non, c'est 2 ans au mini, voire sur certains produits, ça peut aller jusqu'à 6 ans. Donc, bien faire attention aussi à ça, parce que si vous avez un souci aujourd'hui avec une molécule et que vous arrêtez pendant 1 an et que vous revenez, ça ne sera pas suffisant. Vous allez vous retrouver avec le même problème parce que la coupure n'aura pas été assez longue pour que le varroa soit revenu sensible à cette molécule. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur la mitraze. Donc, ma conclusion, qui n'a rien de scientifique, et je vous le dis, c'est ma conclusion. Pour moi, oui, je pense que le varroa devient résistant suivant l'utilisation que l'on a à la mitraze. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si on traite avec la mitraze, c'est vraiment de changer votre façon de travailler et de trouver en fonction des conditions climatiques qui peuvent être différentes d'une année à l'autre. Et donc, ce n'est pas parce que cette année, on a fait comme ça que l'année prochaine, ça va marcher de la même façon. Hein, mais de modifier votre façon de vous organiser pour les traitements et bien sûr de le faire avec plusieurs molécules pour mettre toutes les chances de votre côté. Hein. Mais c'est surtout pour sauver les abeilles, hein. C'est pas pour se faire plaisir. Moi, c'est pas pour me faire plaisir personnellement. Hein. C'est pour sauver mes abeilles. C'est pour le bien de mes colonies hein, que je me préoccupe de ça. Donc, conseil que je peux vous donner, même si des personnes n'arrivent pas à comprendre pourquoi, mais je ne suis pas là pour leur expliquer. Je pense que ces personnes, si elles sont passées par rucher, école, bien, elles ont dû louper cette session. C'est de faire un contrôle de taux varroa pour savoir d'où vous partez, pour savoir après où vous êtes et de pouvoir anticiper le futur, de ne pas vous laisser déborder. D'accord. Donc ça, je vous l'ai déjà dit sur des épisodes les années d'avant. On m'a demandé, ouais, j'aurais bien aimé que tu nous donnes le gain de température avec l'isolant que tu as mis sous le nourrisseur. Alors pourquoi je ne l'ai pas donné? Pourquoi je ne l'ai pas donné? Parce que moi, ce que j'ai fait là, avec des thermomètres, ça a été fait sur 10 ruches. Ça n'a pas été fait sur quelque chose qui est énorme. Ça a été fait aussi au moment T où j'ai mis mon isolant. Pour donner vraiment des températures et être précis et de savoir ce que l'on dit, il faut le faire avec plusieurs degrés de température, que ce soit positif et négatif, pour voir si on arrive à analyser la même chose. Chose que je n'ai pas fait. J'ai fait un test sur 2, j'ai retrouvé un résultat, j'ai dit c'est bon, je le fais sur 10. Les autres thermomètres m'ont donné à peu près les mêmes valeurs. Et hop, j'ai mis ça sur tous mes ruchers. La différence de température que j'ai trouvée, ça va de 2 à plus de 4 degrés. D'accord? Alors, vous allez me dire, c'est rien. Ouais. Et d'autres vont me dire, c'est beaucoup. Et oui. Dans les deux cas, c'est rien et c'est beaucoup. Parce que, pourquoi? Parce que moi, comme j'ai pris la température, j'ai mon thermomètre qui est posé entre ma tête de cadre et dessous, j'ai le couvain. Donc, ce n'est pas une température qui est prise au cœur du couvain, là où il est le plus chauffé.
je l'ai pris à un endroit où il y a déjà beaucoup de déperdition de température. Donc le but, moi, c'était quoi? C'est d'essayer de freiner cette déperdition. Donc quand je mets le thermomètre, quand je mets, pardon, les isolants et que j'ai toujours mon thermomètre, ça m'indique une température, admettons 20 degrés. Quelque temps après, je contrôle, mon thermomètre est monté à 22, 23 ou 24 degrés. Ça veut dire que elles, les abeilles, ont continué, bien sûr, à produire la même énergie pour garder la chaleur. Il y a plus de chaleur parce que j'ai moins de déperdition, donc ma température a monté de quelques degrés, mais les abeilles ne vont pas continuer à chauffer de la même façon, elles vont réguler leur température, moins dépenser d'énergie, donc moins de dépenses d'énergie, moins de nourriture à consommer et moins de déperdition d'abeilles parce qu'elles vont moins travailler. Donc, la température après que j'ai sur ma TD4 redescend à pratiquement l'identique, on va dire l'identique que ce que j'avais avant. Donc, c'est quand même dur à contrôler pour le faire précisément. C'est pour ça que je vous dis c'est entre 2 et 4 degrés. J'ai eu un message et j'ai fait un gros oubli et je m'en excuse auprès de la personne qui a créé ce site. Hein. Donc je vais vous l'écrire au bas de l'écran. Hein. C'est pour construire sa harpe. Donc sur ce site, vous avez toutes les explications. La construction de la harpe, de la construction de votre boîtier électronique et du panneau solaire que vous avez besoin. D'accord? On vous donne les références, où vous pouvez les commander, comment vous devez les souder, etc. Si quelqu'un est bricoleur, il peut se fabriquer une harpe, entre guillemets, pour pas cher. Alors, ce site c'est vraiment pour aider les apiculteurs à combattre le frelon asiatique. La personne ne vend rien. Elle vous donne les informations, comment faire, et c'est à vous débrouiller. Alors après, si vous avez des questions, vous pouvez écrire directement à la personne qui s'occupe de ce site. Moi, je ne pourrais pas vous renseigner. Alors oui, je le connais parce que c'est un client à moi, il m'achète des rennes. Donc oui, je le connais. Ce qu'il fait, ça marche bien. Ça a une bonne efficacité sur les retours qu'il m'a fait. Il m'a montré des photos avec le nombre de frelons qu'il avait pris dans ses harpes. C'est quand même pas mal. Malheureusement, pas mal le nombre de frelons, mais c'est malheureux parce que ça veut dire qu'il y avait quand même beaucoup de frelons aux alentours de son rucher et que d'autres apiculteurs qui ne se sont pas protégés aussi bien que lui ont dû avoir du dégât et des pertes de colonies. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui sont bricoleurs et qui ont du temps, surtout en cette période avant que les gînes ressortent et qu'on ressorte notre matériel pour combattre le frelon, ceux qui veulent se les fabriquer, allez sur le site, vous avez toutes les informations à votre disposition pour avoir du bon matos pour la saison 2024. Et voilà, écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Je vous donne rendez-vous normalement en fonction des conditions, en fonction des sujets sur lesquels je vais me pencher semaine prochaine. Et je vous souhaite tous une excellente semaine. Ciao, ciao.